Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog lecture où je vais vous parler de tous les livres que je lis au fur et à mesure. S'il y a des réceptions aussi livresques, je vous les montre. Et vous avez l'habitude, comme d'habitude, c'est une vidéo chillax. Je reviens, on est le mardi 20 août pour vous parler de ma dernière lecture qui fait partie de ma pile à lire de l'été. Et doucement mais sûrement, j'arrive au bout de cette pile à lire. Je pense que je vais prolonger un petit peu de 3 semaines. Normalement c'était jusqu'au 1er septembre, mais je pense que je vais prolonger jusqu'au 21-22 septembre, jusqu'à l'automne véritablement, parce que je vais partir en vacances et du coup voilà, je vais pas entamer la pile à lire de l'automne en étant en vacances d'été. C'est un peu bizarre, mais bon, bref. Peu importe. J'ai lu Mon ami Charlie de David Bello aux éditions Tornada. C'est un petit thriller qui, ma foi, était assez sympathique, dont j'ai trouvé le concept assez original, puisqu'en fait on va suivre Bastien et Charlie. Quand ils avaient 14 ans, ils ont inventé le bingo. En fait, c'est un espèce de concept philosophique qui vise à prendre toutes les situations d'un événement qui peuvent virer au drame, donc d'anticiper le pire qui puisse arriver. C'est un peu l'illustration parfaite de ce qu'on appelle la loi de Murphy, c'est-à-dire que tout ce qui peut mal aller ira mal. Donc ils se basent tous les deux sur ce concept-là pour inventer le bingo. Et puis on est 30 ans plus tard, Bastien est père de famille et il utilise toujours le bingo dans sa vie de tous les jours, donc il est un petit peu psychorigide. D'ailleurs sa femme en a un petit peu marre des fois, puisqu'il anticipe absolument tout, il part à tout, il est du genre à vraiment faire attention aux moindres détails, à bien vérifier que les pneus sont bien gonflés, à avoir un kit de survie, enfin tout apparaît à toutes les urgences. Il va embarquer sa famille ainsi que la meilleure amie de sa fille pour des vacances estivales dans les Alpes, en Savoie plus particulièrement. Il ne se doute pas, normalement il est censé avoir paré à toutes les éventualités, mais il ne se doute pas que la montagne va être le théâtre d'un véritable drame. Et donc on va être vraiment plongé entre ce qui se passe avec sa famille à l'heure actuelle dans la montagne, dans ce séjour en montagne, et des flashbacks de sa vie, de quand il était plus jeune, adolescent, etc. avec son meilleur ami Charlie. Et toute la création du bingo. On a aussi quand même quelques triggers dans ce livre, puisqu'on va parler de séquestration, on va parler de viol, on va parler de meurtre évidemment. Bref, il y a quand même des choses un petit peu trigger, mais j'ai trouvé la construction assez originale. On est un peu baladé entre le passé et le présent. Et puis on doute aussi vachement du personnage principal. D'un côté, Bastien, le narrateur, il est hyper cartésien, hyper carré, hyper rationnel avec son jeu du bingo pour essayer vraiment de parer à toutes les éventualités. Et d'un autre côté, on ne peut pas vraiment lui faire confiance, il a vraiment un côté insaisissable. On se dit parfois, est-ce qu'on peut le croire? Est-ce qu'il divague pas? Est-ce qu'il est schizophrène? Est-ce que son ami Charlie a vraiment existé ou est-ce que c'est un ami imaginaire? Pendant toute la lecture, je me suis vachement posé des questions de savoir si oui ou non je pouvais faire confiance au narrateur, et ça c'est quand même assez déroutant, mais j'ai bien aimé. Après, le seul petit bémol vraiment que je peux trouver à ce livre, c'est que il y a une escalade des événements vers la fin qui était un petit peu hollywoodien, quoi. C'était un petit peu exagéré pour moi. Peut-être un peu trop, puisque l'auteur vraiment ne nous ménage pas, il nous balade complètement, et vraiment moi j'aime bien être baladée, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum de choses sur lesquelles je puisse me baser pour avoir des éléments de compréhension. Et là c'était un peu tout était un peu incertain en fait, mais sinon c'était vraiment une chouette lecture que je vous recommande si vous aimez les petits thrillers addictifs. C'était un véritable page turner, assez original avec ce concept du bingo. Donc voilà, ça se lit super bien, c'était plutôt bien ficelé, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était parfait pour un thriller de vacances d'été. Et salut, je vous reprends, on est jeudi 22 août, puisque j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un petit colis. Je sais ce que c'est puisque je vois déjà qui est la maison d'édition qui m'envoie ça, et j'avais totalement oublié que j'avais dit oui à ce livre. Mais ma foi, écoutez, je suis ravie de découvrir toujours des paquets dans ma boîte aux lettres. Et je serais ravie aussi de lire ce livre qui m'avait l'air quand même assez original. Donc on va l'ouvrir.
je vous cache pas que j'ai déjà préouvert hein, parce que franchement c'était galère. Alors c'est Plus fort que la nuit de Frédéric Lepage, c'est aux éditions Tornada. Et c'est un thriller que j'ai accepté parce qu'il allait parler de la police montée et donc des chevaux, hein, comme on le voit sur la couverture. Et c'est vrai que moi, c'est une thématique qui me plaît beaucoup puisque j'ai été cavalière pendant de nombreuses années. Et du coup, ben voilà, pourquoi pas parler de la police montée. C'est vrai que je n'ai jamais croisé cette thématique dans aucun des polars que j'ai lus. Donc pourquoi pas, ça peut être original. Je vais vous lire la 4e de couve. En arrivant à New York, Lana Harpending, cavalière hors pair et nouvelle recrue de la police montée, ne s'attendait pas à tomber doublement amoureuse. D'abord de son camarade de patrouille, Paul, qui va se retrouver au centre d'une affaire criminelle effroyable, mais aussi du cheval qui lui est attribué, un Appaloosa nommé Eridan, caractériel selon la rumeur et dont elle parvient peu à peu à gagner la confiance. Bientôt, un secret terrifiant vient se glisser entre Lana et son cheval. Un secret qui, dévoilé, pourrait entraîner la mort d'Eridan. Alors, elle va faire un pari fou et tenter l'impensable. Ça a l'air sympa ma foi, donc je le glisserai dans ma pile à lire prochainement, peut-être pour l'automne. On verra bien. En tout cas, merci beaucoup à Tornada pour me faire encore confiance. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need.
We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Hello, je vous reprends beaucoup plus tard puisque on est littéralement le 19 septembre. Je viens de rentrer de 3 semaines de vacances où j'étais pas du tout chez moi. C'était trop bien, je vous en reparlerai peut-être demain dans un prochain clip. Parce que là j'avais très envie de déballer avec vous ce qui m'attendait dans ma boîte aux lettres, c'est-à-dire 2 jolis petits paquets. Et je suis si excitée, vraiment je vais pas vous faire l'affront de vous dire que je les ai pas déjà déballés puisque j'ai fait un unboxing sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas. Comme ça vous aurez la primeur et en direct live des stories d'unboxing. Mais là j'avais aussi envie de vous partager ceci. Donc le premier paquet, c'est un colis qui me vient de l'autrice elle-même qui m'a contacté sur Instagram pour me proposer d'ailleurs son livre. J'ai accepté parce que j'ai lu un extrait, je dirais l'épilogue et un bout du premier chapitre et ça m'avait quand même pas mal hypé. Donc il s'agit de dans 6 heures de Claire Brandt, c'est de l'auto-édition et là on va être sur un thriller qui se passe sur une île. Puisqu'on est donc la réception de mariage de Sandra et de Baptiste a lieu sur l'île familiale qui est accessible uniquement par une navette et qui ne permet aucune communication avec l'extérieur. Un rêve qui vire au cauchemar lorsqu'elle trouve le cadavre de son oncle, le crâne défoncé, avec une énigme qui promet de dévoiler tous les secrets. Toutes les 6 heures, les énigmes sont cachées sur l'île. Si elles ne sont pas résolues, le coupable est assassiné. Qui a tué l'oncle Yann? Qui persécute les jeunes mariés et leurs familles? Le pire est à venir car le faiseur d'énigmes se cache sur l'île, parmi les invités. Donc là, vraiment, on est sur un huis clos à ciel ouvert, sur une île où il n'y a pas de possibilité ni de partir, ni de venir, de rentrer. Et voilà, on est dans cette réception de mariage qui va virer au cauchemar avec un assassin parmi les convives. Donc voilà, moi ça m'a l'air plutôt pas mal. J'avais lu le début qui m'avait pas mal hypé, j'avais bien aimé la plume de l'autrice. Du coup, voilà, ça avait titillé un petit peu ma curiosité. Et donc ce livre, je le mets dans ma pilelière de l'automne pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc évidemment, je vous en reparlerai très bientôt. Et je remercie évidemment l'autrice Claire Brandt pour m'avoir fait confiance. Je passe maintenant à une réception, mon Dieu, mais je crois que c'est la plus belle réception que j'ai reçue depuis le début de ma chaîne. Mais vraiment, c'est ce colis qui me vient des éditions Point. Et voilà, ça fait un petit moment que les éditions Point m'avaient contacté pour savoir si ça pouvait m'intéresser. Et je pensais du coup que... Alors je sais pas si la sortie a été retardée.
Ça devait être cet été, finalement c'est fin d'été on va dire. C'est toujours l'été cela dit. Et alors regardez-moi ça. Je vais l'ouvrir, vous allez vite comprendre. On a un magnifique autocollant donc de Momalo, la Braids Brigade, qui, hop, vous voyez ici, j'avais un petit mot qui me disait chère Camille, j'espère que tu as passé un bel été. Comme convenu, voici la Braids Brigade de Momalo avec 2 spécialités bretonnes. Je te souhaite une bonne lecture, à très bientôt. Romane pour les éditions Point. Merci beaucoup Romane, vraiment c'est adorable. Et donc le livre en question qui vient de sortir chez Point en poche, même s'il était déjà paru en grand format chez Les Escales. C'est donc la Braids Brigade, le tome 1, bienvenue chez les Korrigan de Momalo aux éditions Point. Et là on va être avec 3 générations de femmes au caractère bien trempé et un meurtre au cœur de Saint-Malo. Donc vraiment on est sur ce côté breton à fond, on est sur un cozy mystery breton. Donc je vous lis un peu la 4e de couverture. Bienvenue au manoir des Korrigan. Une chaleureuse maison d'hôtes entretenue par Maggie, facétieuse grand-mère, Louise, sa fille institutrice, et Enora, sa petite-fille surnommée l'elfe rebelle. Quand le corps sans vie d'un joueur de cornemuse virtuose est découvert dans la pension voisine, les 3 femmes ressuscitent en famille la Braids Brigade. Donc elles vont mener l'enquête toutes les 3 générations de femmes, et on est vraiment sur un petit cozy mystery qui je pense sera assez sympathique. Moi c'est vrai que Momalo, je le connaissais de nom, je n'avais jamais lu ses livres. C'est vrai qu'il fait plutôt... Alors c'est un français qui... Enfin en tout cas il vit en France je sais, et il a écrit des romans, une saga plutôt scandinave, notamment le plus connu c'est Ranak. Je crois que ça s'écrit Kanak mais je crois que ça se prononce Ranak. Mais bon voilà, en tout cas je suis très curieuse de découvrir ce cozy mystery. Moi j'aime beaucoup hein, le cozy mystery, et en plus ça se passe en Bretagne. Moi ça m'intrigue. Et avec ça, ce livre déjà qui était très bien, j'ai reçu aussi 2 petites spécialités bretonnes. La première c'est du caramel au beurre salé, donc fabrication artisanale, c'est de Mademoiselle Braids. Je vous mettrai en barre d'infos si je retrouve des sites internet de ces artisans, parce que ça peut peut-être vous intéresser. Et puis alors vraiment le truc, mais je m'y attendais pas, mais oh, c'est tellement beau, c'est ceci avec mon prénom. Déjà toute la box est vraiment personnalisée à mon prénom, et ça je trouve ça formidable. Vraiment merci beaucoup Point, parce que c'est top, Romane. Et donc ce qu'il y a à l'intérieur, regardez-moi, évidemment un bol breton, mais attention avec mon prénom dessus. Non mais incroyable, regardez-moi cette beauté, il est tellement beau. Et c'est donc fabriqué et décoré à la main en France par Faïencerie Nistar. Donc pareil, si je retrouve un site internet, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais c'est incroyable, et je n'ai pas de bol breton à mon nom, et donc c'était un peu un mini rêve qui est réalisé. Merci beaucoup Point, parce que il est vraiment trop beau, j'adore. Voilà, c'est tout pour les réceptions qui m'attendaient dans ma boîte aux lettres depuis mes vacances. Je vous reparlerai évidemment de mes vacances et des livres que j'ai lus durant celle-ci dans un prochain clip. A plus! Et salut, je vous reprends, on est vendredi 20 septembre, comme promis, je voulais vous parler des lectures que j'ai faites juste avant de partir en vacances et pendant mes vacances. Alors j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire, puisque j'étais pas mal occupée durant ces 3 semaines de vacances. Je suis partie, on va dire une dizaine de jours sur la presqu'île de Gien, donc dans le Var, c'est du côté de Toulon, hier par là-bas. Donc j'ai fait un petit peu de mer, de plage, de visite. On est notamment allé voir les marais salants avec plein d'oiseaux, et notamment des flamants roses. C'était assez sympa. On est aussi allé sur l'île de Porquerolles pour visiter, faire une petite rando sur l'île, et ça m'a fait penser au nouveau livre de Jérôme Loubry qui se passe justement sur l'île de Porquerolles. Donc voilà, alors je l'ai pas lu, mais c'est vrai que du coup ça m'a fait penser à ça. Et puis ensuite on est parti une dizaine de jours aussi dans les Alpes, les Hautes-Alpes, du côté de Embrun, où on a fait pas mal de rando. On était avec des amis et voilà, on a fait beaucoup de rando, notamment le pic du Morgan, qui est peut-être la rando la plus emblématique du coin en fait, et c'était quand même assez pas évident. Enfin il y avait pas beaucoup de monde, et c'était quand même assez impressionnant, puisqu'à un moment donné on marchait sur une
crête où il y avait le ravin d'un côté, le ravin de l'autre, et on devait s'accrocher à une espèce de barrière en métal comme ça qui était à flanc de falaise. Donc c'était assez impressionnant. Après on a fait d'autres randos comme les aiguilles de Chabrière aussi qui étaient pas mal impressionnants parce qu'on devait traverser une espèce d'aiguille en fait avec des gros blocs de pierre, des gros pierriers. Voilà, et puis je me suis dépassée pas mal parce que c'est vrai que même si j'aime bien la rando, j'ai pas toujours le cardio ou la condition physique pour gravir des trucs, mais bon voilà, je me suis quand même pas mal dépassée et j'étais contente de l'avoir fait. Vraiment des paysages sublimes, vraiment je vous recommande les Alpes si jamais vous voulez aller voir. On a fait aussi pas mal de visites de villages, notamment des villages qui étaient construits avec des forteresses créées par Vauban. C'était assez sympa. Voilà, puis un climat qui rappelait un petit peu l'automne puisqu'il faisait quand même un petit peu frais, mais au moins ça m'a permis de faire une transition entre l'été et l'automne, donc c'était pas mal. Et durant ces vacances j'ai quand même ramené des choses. Je vais quand même vous parler un petit peu de ce que j'ai ramené. J'ai notamment trouvé dans la ressourcerie de Embrun, puisque on était allé dans une ressourcerie, c'est un peu un même concept que Emmaüs. Donc j'ai trouvé ce livre-ci, donc Blackwater, le premier tome, La Crue. C'est de Michael McDowell et c'est publié aux magnifiques éditions de Toussaint Louverture. Et alors c'est un livre, c'est une saga, Blackwater, en 6 tomes qui a beaucoup fait parler d'elle à l'époque, il y a 2 ans je pense, quand ça a été réédité par Monsieur Toussaint Louverture. Moi j'avais envie de découvrir et j'ai trouvé ce tome 1 vraiment en très bon état pour 50 centimes. Évidemment je n'allais pas passer à côté, donc je l'ai pris. Et puis j'ai aussi trouvé, alors attendez, c'est derrière moi, je l'ai mis déjà dans ma pile enfin dans ma déco d'automne. C'est cette espèce de broc de vin, j'imagine, on mettait peut-être du vin dedans, ou je sais pas, cuvée spéciale. Il y en avait pas mal à cette ressourcerie, mais j'ai pris celui-là parce qu'il me plaisait plus. Et voilà, c'est un petit côté un peu cabinet de curiosité, j'aime bien. Je trouve que ça va bien avec l'esthétique de l'automne, donc je l'ai pris pour 1 €, hein, je n'allais pas passer à côté évidemment. Je me suis pris, comme à chaque fois aussi, là c'est une tradition depuis quelques années, j'essaie de me trouver ce que j'appelle des crestes. Parce qu'on le dit crest en anglais, mais c'est des écussons, des trucs, des patchs qu'on peut soit thermocoller sur du tissu, soit coudre. Et l'idée ça serait de me faire une veste en jean avec plein d'écussons. Et donc à chaque fois que je pars en voyage, j'en ramène. Et là j'en ai trouvé 4 durant ces vacances. Donc le premier, ah oui, on était allé voir Saint-Tropez. Alors j'étais déjà allée à Saint-Tropez une fois, mais là on y est retourné puisque c'était pas loin de Hyères et de la presqu'île de Gien. Donc voilà, un petit patch Saint-Tropez. Ensuite j'ai trouvé, ça c'était du côté de Mont-Dauphin, qui est donc une ville fortifiée par Vauban. J'ai trouvé dans un espèce de concept store un peu écolo 2 patchs que j'adore, mais vraiment des écussons, mais trop esprit randonnée, montagne, nature, que j'aime beaucoup. Donc celui-là outdoor avec un petit ours, et celui-ci mais trop beau avec une tasse, une petite tente et des petits sapins. Et enfin, alors celui-ci c'est plus que j'ai souffert pour y arriver en haut. Alors non pas que je l'ai fait ce col, c'est le col d'Izoard, hein, pour tout vous dire. Voilà, le col d'Izoard qui est quand même réputé pour les motards et les cyclistes. Alors je ne l'ai pas fait ni en vélo ni en moto, mais je l'ai fait en voiture et ça a été très compliqué parce qu'il faut savoir que moi je suis quand même malade en voiture, dans les transports. Et alors monter un col en plus avec des motards qui te doublent, des Porsche aussi, il y avait un défilé de Porsche et de motards, je ne sais pas ce qui s'était passé ce jour-là de particulier, mais ça a été très compliqué la montée et même la descente. Donc voilà, petit souvenir de ce col d'Izoard qui est quand même assez réputé. Donc voilà, mes petits patchs. Il ne manque plus qu'à trouver la veste en jean vintage pour les coller dessus. C'est ma quête. Et j'ai aussi ramené un mug, évidemment un mug qui fait très ambiance hivernale Noël, mais vraiment trop beau. Donc avec ce petit chalet au milieu de la forêt étoilée, il est trop beau. Donc c'est
un mug de terre et couleur qui a été peint à la main et en plus il va au micro-ondes et au lave-vaisselle, donc parfait, voilà. J'ai mon petit mug, un de plus pour Noël, que voulez-vous, on ne se refait pas. Et donc maintenant je vais quand même vous parler de ce qui nous intéresse le plus, à savoir la lecture. Avant de partir en vacances, je voulais absolument terminer un livre que j'étais en train de lire un petit peu sur ma pause déjeuner au boulot et je voulais le terminer avant de partir en vacances. C'est Betty de Tiffany McDaniel, ici publié aux éditions Totem, qui est donc la collection poche des éditions Gellmeister. C'est un livre qui a beaucoup été encensé par beaucoup de gens en fait, et moi aussi j'avais très envie de le lire et quand je l'ai découvert, je sais plus, il y a 2 ans, ou l'année dernière, je sais plus, sur un vide-grenier, en parfait état, pas cher, je l'ai pris évidemment, et j'étais ravie de le découvrir puisque vraiment ce livre c'est, je sais pas, il m'a marqué de la plus sublime et de la plus tragique des manières. C'est un coup de poing, c'est un coup de cœur, c'est, je sais pas si je vais réussir à avoir les mots pour vous en parler, pour vous transmettre vraiment l'émotion que j'ai ressentie en lisant ce livre. On est sur l'histoire de Betty, qui est un peu une histoire vraie, puisque c'est la mère de Tiffany McDaniel, donc l'autrice. On est dans les années 60, au plein cœur des États-Unis, et notamment de l'Ohio. On a Betty, on l'a su au début, elle a 8 ans. C'est une petite fille de 8 ans qui vit dans une famille nombreuse, entourée de ses frères et sœurs. Et notamment, elle est issue du couple de ses parents, donc sa mère est blanche, et son père est Cherokee, donc amérindien. Et donc on est dans cet Ohio des années 60 qui est un peu gangréné par le racisme, et Betty va être confrontée elle-même au racisme et voir son père aussi être confronté au racisme. Son père, Landon Carpenter, qui est vraiment un personnage incroyable, j'ai adoré ce personnage, qui est un homme bon, un bon père de famille et qui va insuffler de la magie dans toutes ses histoires. Il va lui transmettre les rituels un peu Cherokee, des légendes, et puis voilà, il est un conteur d'histoires et il y a vraiment cette magie de l'enfance, cet imaginaire qui est là, et chaque personnage aussi a ses propres dons. La mère est un petit peu dépressive, on a un petit peu du mal à la cerner. Le père est incroyable, il est gentil, il a beaucoup d'imagination, il met de la magie un peu dans le quotidien. Betty est d'ailleurs très proche de son père. Il y a aussi la fratrie, donc le grand frère, qui est un peu absent, enfin il est là, il n'est pas là, il est beaucoup plus âgé que Betty et du coup il plane un petit peu comme une ombre sur la famille. On a la grande sœur Freya qui elle est très douée pour, qui est assez discrète et qui est très douée pour la chanson. Ils ont chacun un peu un talent. Elle est très douée pour chanter et pour composer des musiques. On a ensuite Flossie qui est donc la sœur moyenne, qui est très fantasque. C'est un personnage haut en couleur qui elle est très qui adore en fait tout ce qui est acteur d'Hollywood. Elle a un rêve, c'est de devenir une star de cinéma. Voilà, elle est très dans la théâtralité. Betty, elle, son truc c'est vraiment écrire de la poésie, l'écriture. On a Trustin qui lui est un as des pinceaux, il adore dessiner, peindre. Et on a le petit frère qui lui est plus, on se demande s'il n'est pas un peu autiste. Voilà. Donc ils ont chacun un peu leur personnalité comme ça, et on va vraiment s'attacher à cette famille, on va les suivre sur des décennies, et ils habitent notamment une maison aussi qui est un petit peu délabrée au début, qui est maudite puisqu'il y a eu des meurtres dans cette maison, et donc dans le coin les habitants pensent que c'est une maison maudite, et en fait la famille Carpenter va venir s'installer dans cette maison qui est brinque-ballante, mais en même temps elle a son charme. Ils vont essayer d'en faire un foyer, et puis on a aussi tout l'extérieur de cette maison avec beaucoup de kilomètres de jardins, de forêts, une rivière aussi pas loin, il va y avoir des cabanes dans les arbres, des granges, enfin vraiment ce côté de l'enfance où on est dehors, où on s'invente des histoires, où on vit des aventures, ce côté où le temps est un peu étiré, c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans ce livre. Pour autant, c'est pas du tout feel good, on est vraiment sur des sujets aussi qui sont abordés, qui sont parfois très difficiles. Je dirais même des trigger warnings, notamment sur le viol, sur l'inceste, sur la mort, peut-être le suicide aussi quelque part. Voilà, donc
il y a quand même des thématiques difficiles, il y a quand même un côté très très sombre dans ce bouquin. Mais vraiment j'ai adoré ce livre, j'avais envie d'y retourner, c'est terriblement bien écrit, vraiment c'est sublimé par la plume de l'autrice Tiffany McDaniel, qui est juste incroyable. Entre les lignes, elle arrive à nous transmettre des émotions hyper puissantes, et pour un primo-roman, c'est vraiment... elle met la barre très très haute, parce que vraiment c'est... Vraiment, j'ai été charmée par cette plume. J'ai très envie de lire d'autres livres de cette autrice. D'ailleurs, elle en a sorti 2 autres, il me semble, un récemment. Mais bon, voilà, Betty, c'est vraiment son premier roman. Et je rejoins vraiment les avis dithyrambiques qu'il y a eu sur ce livre, parce que c'est vraiment un coup de cœur. Et j'ai l'impression d'en parler et de ne pas lui rendre justice comme je voudrais. Mais vraiment, n'hésitez pas à le découvrir, parce que... on a vraiment l'impression d'avoir vécu toute une vie avec cette histoire, et c'est tragique, et c'est beau, c'est sublime, c'est magique, il y a de tout dedans, et c'est voilà, un coup de cœur, vraiment, j'adore. Pendant mes vacances ensuite, j'ai lu le tome 8 de l'Assassin Royal de Robin Hobb, c'est au petit découpage J'ai lu, donc je continue un petit peu la saga le 2e cycle de l'Assassin Royal, que j'aime beaucoup. Alors je vais pas trop vous parler en fait de cette histoire, hormis le fait qu'on est 15 ans après les événements du premier cycle. On retrouve notre personnage principal Fitz, qui avait pris un peu sa retraite, mais il va être remissionné par la reine pour du coup enquêter sur la disparition du prince héritier Devoir, qui a mystérieusement disparu. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il a fugué? Est-ce qu'il a été kidnappé? Voilà, on ne sait pas. Autant le premier cycle de l'Assassin Royal était très orienté sur la magie de l'art, puisqu'il y a 2 sortes de magie dans cet univers de fantasy. Il y a l'art qui est vraiment la magie un peu noble, où c'est un peu une magie de l'esprit entre êtres humains, de connexion entre esprit d'êtres humains, qui est une magie réservée à une élite et qui est très encensée, on va dire, dans l'univers. Et puis on a la magie du vif, qui est un peu le pendant de l'art, mais version animaux, puisqu'en fait c'est la magie des bêtes, c'est le fait de pouvoir communiquer avec des animaux et de pouvoir aussi se lier avec un animal. Autant l'art est très encensé dans la société, autant le vif c'est quelque chose de tabou et de mal vu, et voilà, alors c'est plus ou moins toléré, mais on n'en parle pas trop, on le crie pas sur tous les toits si on possède ce don là. Et il se trouve que Fitz, lui, il a les deux magies, et on ne sait pas si le prince héritier Devoir a peut-être aussi les 2 magies, et notamment le vif qui est mal vu. Et en plus on a une montée en puissance de haine contre les gens possédant le vif. Il va y avoir une espèce de chasse aux sorcières avec voilà, où on brûle, où on tue, où on pend les personnes qui sont suspectées d'avoir cette magie des bêtes. Donc on est vraiment dans un climat assez hostile, et on ne sait pas du coup si le prince a été kidnappé, pas kidnappé, est-ce que ça sert des intérêts politiques peut-être. Voilà, et on va donc se lancer dans cette quête pour essayer de retrouver le prince avec Fitz, avec le fou. Et c'était sympa, même si je trouvais ce tome-ci un petit peu en creux, on va dire. C'est peut-être un tome de transition. Enfin, il y a vraiment quelques longueurs peut-être un petit peu dans ce tome-ci. Mais j'ai toujours autant apprécié retrouver la plume de l'autrice, et je continuerai évidemment à lire la suite de cette saga avec grand plaisir. J'en lis un à peu près tous les trimestres, comme ça me laisse le temps de ne pas oublier ce qui s'est passé précédemment, mais en même temps j'enchaîne pas non plus de suite pour éviter de me lasser. Voilà, donc je continue tranquillement, en tout cas voilà, j'ai lu ce tome 8 pendant ces vacances, donc il faisait partie de ma pile à lire de l'été, donc j'ai quand même bien déglingué. J'ai enchaîné aussi avec celui-ci, donc Rouge Tango de Charles Aubert aux éditions Pocket, et ça c'est un tome 2 de la saga de Neil Hogan. Neil qui est un gars un petit peu... qui avait un poste assez important dans la société avant, mais il a décidé, je crois qu'il était commercial, un truc comme ça, il a décidé de tout quitter pour aller du côté de Montpellier, vivre près d'un étang où il s'adonne à sa passion qui est la pêche, et il construit des leurres
pour attraper des poissons, des leurres de pêche. Donc il les nomme Bleu Calypso, Rouge Tango, Vert Samba. Voilà, c'est les titres des livres de cette saga. Donc moi j'avais lu Bleu Calypso, le premier tome, dans le cadre du prix Nouvelle Voix du Polar, mais ça remonte, je sais pas, il y a peut-être 4-5 ans, je sais plus. Et j'avais celui-ci dans ma pile à lire depuis longtemps, mais je ne l'avais toujours pas lu. Je sais pas pourquoi, ça faisait partie de mes reliques de la palle. Et donc cette année, je me suis dit, je le sors. Alors je le mets souvent dans ma pile à lire de l'été parce qu'on est vraiment sur ce côté très mer, maritime, pêche. Là, on va suivre la disparition de Malik, en fait, le jeune Malik qui est un des amis de la bande de Niels, qui va disparaître mystérieusement. Malik, il est très doué pour l'informatique et peut-être un peu hacker, et du coup, bah, il a peut-être trempé dans le milieu. Alors je sais plus si c'est marseillais, corse, un truc comme ça. Et donc il a disparu. Et ses amis, donc Neil, accompagné de Vieux Bob, son voisin, et de la fille de Vieux Bob, qui est aussi sa copine, sa femme, Lizzie, qui est journaliste aussi, ils vont enquêter. Alors ce qui est quand même assez bizarre, c'est qu'il y a aussi le gendarme, enfin le policier, je sais plus, le capitaine Malkovich, qu'on connaissait aussi dans la précédente enquête, qui est celui qui est en charge officiellement de l'enquête, mais c'est un personnage qu'on voit pas beaucoup, qui est un peu là en périphérie et qui tolère en fait que ses amis mènent leur propre enquête en parallèle. Bon, moi je trouve ça un peu fort de café de se dire il y a des civils qui enquêtent et qui peuvent potentiellement mettre en péril des preuves ou des témoignages ou ce genre de choses. Donc je trouve pas ça hyper crédible toujours. Je sais pas, autant j'étais convaincue dans le tome 1, autant celui-ci, je sais pas si c'est le fait de l'avoir lu plusieurs années après, mais bon, après ça se lit bien, mais j'ai pas été toujours convaincue, ça manquait parfois de crédibilité. Ce qui m'avait charmé dans le tome 1, c'était vraiment ce côté nature, ce côté un homme un peu bourru qui décide de tout quitter pour se mettre au vert et voilà, vivre de sa passion de la pêche, de la nature, et vraiment quitter cette vie urbaine un peu foisonnante et tout. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui me parle, même si je pense pas que je le ferai un jour, mais des fois je suis un peu agacée aussi par la ville, par le fait que la vie va toujours plus vite, par les gens, les bouchons, la pollution, tout ça. Bon, et du coup le personnage de Neil Hogan m'avait beaucoup parlé. Je le retrouve aussi pas mal ici, ça se lit bien. Je trouve que Charles Aubert a quand même une écriture qui est, comment dire, assez modeste, assez humble, mais qui fonctionne bien. Il est pas du tout dans la fioriture, vraiment, il est dans quelque chose d'assez minimaliste, mais qui fonctionne très bien. Donc pourquoi pas lire la suite, qui est donc Vert Samba, je crois que c'est le tome 3, je sais pas s'il y en a un quatrième, mais voilà, Vert Samba, qui était sorti en grand format chez Slatkin et compagnie. D'ailleurs je sais même pas si cette maison d'édition existe toujours, je crois qu'elle a été renommée, et je pense qu'elle a dû sortir en poche depuis, puisque ça fait un moment. Mais voilà, je sais pas si je continuerai cette saga ou pas, à voir. Si jamais je tombe par hasard sur le tome 3 en poche, je le prendrai, je le lirai, mais voilà, j'étais pas hyper convaincue. Et puis, je suis quand même contente parce que j'ai presque terminé ma pile à lire de l'été, puisque je n'ai qu'un seul rescapé. Je crois que j'avais mis 12 livres dans ma pile à lire de l'été, et j'ai un seul rescapé que je n'ai pas réussi à sortir, c'est le Zola, une page d'amour. Mais tant pis, je le mettrai pour l'année prochaine parce que j'aime bien lire Zola en été. Mais là, cet été, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc voilà. Mais je suis quand même contente d'avoir bien déglingué cette pile à lire de l'été. Et puis n'hésitez pas à aller voir ma pile à lire de l'automne que j'ai publiée récemment pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, vous la voyez un petit peu derrière moi. Et j'espère, même si je pense que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, mais j'espère au moins faire aussi bien que cet été. Voilà, c'est tout pour moi, je vous reprends plus tard. Et salut, je vous reprends, on est lundi, oui, on est lundi 30 septembre. Je vais clôturer ce vlog avec ce rush parce que j'ai commencé à le monter et il dure déjà pas mal de temps. Donc pour éviter de vous perdre, je vais arrêter là avec un petit unboxing.
Et je vous reparlerai de la lecture que je suis en train de faire dans mon prochain vlog parce que je pense que je vais avoir pas mal de choses à dire. Pas toujours en positif. Mais bon, ça sera pour une prochaine vidéo. En attendant, je vais ouvrir ce petit colis que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres de la part des éditions Tornada. Donc je sais ce que c'est puisque ils m'ont demandé si j'étais intéressée de le recevoir. J'ai accepté. Donc il s'agit de leur nouvelle parution Pour nous de Christian Pernoud, c'était donc aux éditions Tornada. Et là on est sur un petit thriller où on va suivre Matthew qui écrit des scénarios à New York, Andrea skie en Californie, ils se rencontrent sur un trottoir de Manhattan et le coup de foudre est immédiat. De cet amour naît Fanny. Alors pourquoi à son retour de la maternité, Matthew saute-t-il du 15e étage de son appartement? Quel secret emporte-t-il avec lui? Voilà, ça a l'air plutôt sympa, en tout cas ça m'intrigue. Puis c'est des petits thrillers chez Tornada, ça passe toujours bien. Donc. Et un de plus dans ma pile à lire. En tout cas, je remercie beaucoup Joël et les éditions Tornada pour l'envoi. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo vlog, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, passez de très bonnes lectures. Ciao!